Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, l'ambassadeur Chas Freeman. L'ambassadeur Freeman est un diplomate américain à la retraite, auteur et observateur de la géopolitique. Ambassadeur Freeman, bienvenue à nouveau dans l'Inde et la gauche mondiale. Merci Jyotishman, de retour avec toi. Je voulais me concentrer sur l'Iran et plus largement sur l'Asie de l'Ouest, étant donné que la guerre semble à nouveau s'y profiler. Et sans surprise, c'est encore une fois les États-Unis qui semblent vouloir l'imposer. Des groupes de porte-avions américains se rassemblent dans la région, accompagnés de centaines de chasseurs, de bombardiers et d'avions ravitailleurs. Quelle est votre évaluation de la situation et quelle est la probabilité d'une guerre aujourd'hui? Je pense qu'une guerre est très probable pour plusieurs raisons. Vous avez tout à fait raison. Environ la moitié de l'armée de l'air américaine est désormais déployée contre l'Iran, ce qui représente une mobilisation extrêmement importante. Nous n'avons probablement rien vu de tel depuis la guerre du Golfe pour libérer le Koweït. Nous avons donc 2 porte-avions, l'un déjà en place, l'autre en route. Le Gerald R. Ford, qui a joué un rôle clé dans l'assaut criminel contre le Venezuela, fait maintenant route vers la Méditerranée orientale et devrait arriver au début de la semaine prochaine, en milieu ou à la fin de cette semaine. Une négociation est apparemment prévue pour le 4 mars. Cette date pourrait être significative, car je soupçonne que cette négociation n'est qu'une ruse et n'a aucun objectif sérieux. Je fonde cela sur plusieurs éléments. L'Inder Kergulamat du Veris affirme que les négociateurs américains, c'est-à-dire même M. Witkoff et Kushner, 2 diplomates amateurs qui jusqu'à présent n'ont rien accompli dans aucun domaine, à ce que je peux voir, si ce n'est de s'enrichir eux-mêmes et d'enrichir la famille Trump, à la fois effectivement et potentiellement. Le camp iranien affirme qu'on ne lui a pas demandé de renoncer totalement à l'enrichissement. Eh bien, cela me suggère qu'on les fait traîner, car l'agenda de Washington, imposé par Israël, comporte 3 volets. Le premier est l'enrichissement zéro, le deuxième est la limitation, la destruction ou la réduction au minimum de la capacité d'autodéfense de l'Iran par les missiles, et le troisième est la rupture des liens de l'Iran avec les mouvements de la région qui ont sollicité son soutien contre Israël, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et peut-être d'autres encore en Irak, par exemple. Donc je pense que le temps presse. Je ne pense pas que le président Trump se soit laissé une porte de sortie. Il a été très catégorique dans ses menaces. Il ressort clairement d'une déclaration qui lui est attribuée par M. Witkoff qu'il ne comprend pas pourquoi l'Iran n'a pas capitulé. Mais il ne comprend absolument rien à l'Iran. Il est mal conseillé et probablement animé d'un enthousiasme excessif et mal placé pour la guerre, à la suite de ce qu'il considère comme une opération militaire réussie au Venezuela. Mais cette opération était très limitée, et toute action contre l'Iran ne le sera pas. Les Iraniens ont été très clairs. Toute attaque contre eux entraînera une riposte totale. Pourquoi? Parce que le but de l'attaque est manifestement d'anéantir la République islamique, de renverser le régime, de mériter avec son pouvoir et de l'affaiblir en tant que rival d'Israël en Asie occidentale. En d'autres termes, il s'agit d'une menace existentielle. Les menaces existentielles ne peuvent pas être affrontées de la même manière que l'Iran a géré les attaques par le passé. Des attaques limitées ont entraîné des ripostes limitées, parfois même principalement symboliques,
comme dans le cas de la frappe après l'assassinat du général Soleimani, ou après la fin de la guerre de juin de l'année dernière, la soi-disant guerre des 12 jours, lorsque l'Iran a détruit une station radar au Qatar, sur la base aérienne d'Al-Udeid, tout en veillant soigneusement à ne tuer personne. Selon les médias de propagande iraniens, dont la fiabilité reste incertaine, la riposte consisterait en un barrage de peut-être jusqu'à 2000 missiles dirigés contre Israël. Et je pense que l'armée israélienne a, comme à son habitude, été très claire dans ses avertissements au Premier ministre Netanyahou qu'une guerre pourrait être désastreuse. Netanyahou s'efforce beaucoup de faire en sorte que la guerre n'oppose que les États-Unis et l'Iran, mais l'Iran sait très bien d'où vient la politique américaine et propose de couper la tête du serpent, comme on dit. Si un grand nombre d'avions sont déployés en Jordanie, qui ne sera pas épargné cette fois, pas plus qu'Israël, il pourrait également y avoir des avions dans la région du Caucase, au nord de l'Iran, en Azerbaïdjan et en Arménie. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a visité ces deux pays séparément, soi-disant pour célébrer la paix entre eux que Donald Trump affirmait avoir arrangée, ce qui n'est pas démontré et semble être une autre fiction plutôt qu'une réalité. Alors, quel était son but en allant là-bas? Je soupçonne que cela avait quelque chose à voir avec l'attaque imminente contre l'Iran. Et donc, lorsque l'Iran dit que ce sera une guerre régionale, je pense qu'ils sont très sérieux dans cette déclaration. Il m'est impossible de croire qu'ils puissent à nouveau se laisser berner par une négociation prévue pour camoufler une attaque surprise. Je ferai juste un dernier commentaire. D'un point de vue militaire, l'armée de l'air américaine, comme les autres forces aériennes, préfère de loin attaquer de nuit. Et le Ramadan commence lorsque la lune se réduit à un simple croissant, ce qui s'est produit le 17 février, soit maintenant, il y a 6 jours. Ainsi, la lune recommence à croître et la pression s'intensifie sur l'armée pour qu'elle agisse. C'est également vrai parce que les États-Unis ne peuvent pas se permettre un déploiement d'une telle ampleur très longtemps. 2 porte-avions sont impliqués. Les États-Unis possèdent 11 porte-avions, mais 8 d'entre eux sont en réparation, non déployés en mer. En somme, les 2 tiers de la plateforme la plus efficace de la marine pour les attaques aériennes sont mobilisés contre l'Iran. Personne ne sait comment cette guerre évoluera, mais ce sera un test très intéressant de la technologie chinoise et russe face aux attaques furtives américaines. Nous verrons bien ce qu'il en sera. Certains pensent que ce sera un désastre total pour les États-Unis. D'autres sont plus optimistes. Je me souviens avoir lu dans l'un de vos livres, je ne me rappelle plus lequel exactement, que vous écriviez qu'Israël avait toujours voulu que les États-Unis fassent le sale travail à sa place dans la région. Et comme vous l'avez dit, l'un des moyens de dissuasion dont l'Iran dispose, ou prétend disposer, est la capacité de diriger ses missiles contre Israël. Nous l'avons vu en juin de l'année dernière. Mais, étant donné que, cette fois, nous nous dirigeons vers une guerre directe entre les États-Unis et l'Iran, que pensez-vous du rôle d'Israël, ou, plus important encore, de la stratégie de dissuasion de l'Iran, sachant que la guerre sera très probablement directement avec les États-Unis? Eh bien, je pense que les États-Unis seront attaqués directement par l'Iran, bien que le principal Schwerpunkt, pour utiliser le terme allemand désignant un point de concentration dans les affaires militaires, soit Israël. Cette politique est menée par Israël, et uniquement par Israël. Personne d'autre dans la région ne veut d'une guerre avec l'Iran. En fait, les Arabes du Golfe, qui étaient très inquiets à propos de l'Iran et se sentaient profondément menacés par lui, juste après la révolution islamique,
à une époque où l'Iran essayait d'exporter sa philosophie politique vers d'autres pays, ce qu'il ne fait plus aujourd'hui, ont clairement indiqué que leur territoire et leur base ne pouvaient pas être utilisés pour une attaque contre l'Iran. Certains d'entre eux, cependant, font partie des accords d'Abraham et ont des bases américaines sur leur territoire, qui, selon toute vraisemblance, seront inévitablement impliquées. Bahreïn, par exemple, qui abrite le quartier général de la 5e flotte et se situe à environ 3/4 du chemin vers le nord du golfe Persique. Les Émirats arabes unis, bien qu'ils aient été plus circonspects concernant la présence militaire américaine, constituent également un facteur clé. Le Qatar, évidemment, dispose de la base aérienne d'Al-Udeid, qu'il a mise à la disposition des États-Unis. Il se peut que toutes ces bases soient exposées à une forme d'attaque. Il y a aussi la question des assauts menés par des groupes intermédiaires, en particulier en Irak. La résistance chiite irakienne alignée sur l'Iran a clairement indiqué qu'elle s'en prendrait à la présence américaine résiduelle dans le pays si l'Iran était attaqué. Le Hezbollah et le Hamas sont, je pense, plus prudents. Le Hezbollah et le Hamas, contrairement à la croyance américaine et à la manière dont Israël les présente, ne sont pas des instruments de la politique iranienne. Ce sont des forces nationalistes auto-engendrées qui ont cherché le soutien de l'Iran. Il en va de même pour les Houthis au Yémen. Nous ne savons pas ce qu'ils feront, mais ils pourraient voir là une occasion de redistribuer les cartes et de rééquilibrer la situation sur leur propre territoire. Un dernier point, l'Iran est redoutablement armé à plusieurs égards. Par exemple, il dispose de la capacité d'attaquer un porte-avions à distance avec des missiles hypersoniques très difficiles à intercepter, si tant est qu'on puisse les intercepter, et apparemment guidés jusqu'à leur cible, ce qui signifie qu'ils peuvent suivre et frapper un objet en mouvement comme un grand navire. L'Iran possède également une version du missile soviétique, aujourd'hui russe, Shkval, qui est supercavitant, c'est-à-dire qu'il éjecte des bulles d'air devant lui sous l'eau et peut se déplacer à environ 480 km à l'heure. Et ce n'est pas une plaisanterie. Il est très difficile, voire impossible, d'intercepter un missile lancé depuis un sous-marin iranien. On peut supposer que les Iraniens ont déployé des sous-marins pour patrouiller dans des zones stratégiques. Je pense donc que l'issue est incertaine, d'autant plus qu'il y a eu de nombreux rapports indiquant que les Chinois ont proposé à l'Iran et installé un système radar très performant, capable, semble-t-il, de détecter les F-35 à une distance considérable. Ils ont également déployé le HQ-9, une version plus avancée du système russe S-400 de défense antiaérienne et antimissile. L'Iran a donc renforcé ses défenses. On peut supposer qu'il a accru sa production de missiles. Il n'a pas épuisé son arsenal de missiles en juin dernier. Il avait la capacité de poursuivre une guerre d'usure. Et c'est Israël, non l'Iran, qui a souhaité un cessez-le-feu. De nombreux Iraniens ont critiqué leur gouvernement pour avoir accepté ce cessez-le-feu. Je ne pense pas que les Iraniens soient encore disposés à subir des attaques sans riposte sérieuse et immédiate. Nous parlons donc ici d'une guerre majeure, une guerre qui pourrait affecter toute la région, ce qui explique pourquoi les Turcs et les Arabes du Golfe ont été si clairs sur leur refus d'un conflit. C'est une affaire importante, avec également des répercussions potentielles à l'échelle mondiale. Car les Iraniens ont déjà démontré leur volonté de fermer le détroit d'Ormuz. Nous avons aussi à venir un exercice naval conjoint irano-chino-russe, dont le calendrier précis, je crois, est cette semaine. Il se peut que le Gerald R. Ford n'arrive pas en Méditerranée orientale avant le début du mois de mars, à peu près au moment des négociations, qui, comme je l'ai dit, ne me semblent pas très sérieuses.
Je pense qu'ils sont essentiellement conçus pour faire traîner les choses. L'objectif de l'Iran dans ces négociations a été de démontrer, à la satisfaction des États-Unis, que les agences de renseignement américaines et israéliennes, affirmant que l'Iran n'a pas de programme de fabrication de bombes, ont raison. Par conséquent, il est possible de trouver une base de compromis qui empêcherait l'Iran de construire une bombe. C'est l'objectif iranien, en échange d'un allègement des sanctions. Mais les États-Unis n'offrent pas un allègement des sanctions existantes. Ils proposent un allègement des sanctions futures, des sanctions supplémentaires. Il n'y a donc en réalité rien dans cette proposition qui inciterait l'Iran à accepter un compromis vraiment difficile. Et ils ne le feront pas, j'en suis presque sûr. Non seulement les États-Unis n'offrent aucune concession sur les sanctions, mais il me semble aussi qu'ils ne sont pas d'humeur à négocier. Steve Utkoff a accordé une interview à Fox News où il a déclaré qu'il recevait un message clair du président. Il n'y a rien au-delà de l'enrichissement zéro, ce qui bien sûr n'arrivera pas et n'est pas acceptable pour la partie iranienne. D'abbas Araghchi à d'autres. Chaque porte-parole du côté iranien l'a clairement affirmé chaque jour. Alors que pensez-vous de cela, sachant qu'il se dirige vers les pourparlers de Genève? Je pense que cela ne fait que renforcer ma conclusion selon laquelle les négociations visent à gagner du temps pour que les États-Unis soient prêts militairement afin de mener une attaque majeure contre l'Iran, destinée à le paralyser et à provoquer un changement de régime. Je pense que c'est là le but. Cependant, je dois dire qu'il règne actuellement un chaos politique total à Washington. C'est la marque de fabrique de cette administration. On peut le voir dans la réaction à la décision de la Cour suprême déclarant inconstitutionnel le programme antiterroriste. L'administration s'agitant avec de nouveaux tarifs fondés sur une nouvelle autorité, elle aussi très discutable et de nature temporaire. Et enfin, nous avons pris l'habitude de ce que j'appelle une politique étrangère de fantaisie, où nous prêtons à nos adversaires des caractéristiques qu'ils n'ont pas réellement. Et ensuite, comme M. Trump l'aurait apparemment dit, nous sommes étonnés lorsqu'ils ne se rendent pas. Mais vous savez, l'Iran, comme tout le monde en Inde a des raisons de s'en souvenir, est un état de civilisation. C'est un empire. Il existe depuis plusieurs millénaires. Et lorsque vous attaquez l'Iran, vous attaquez non seulement un pays, mais aussi une tradition, une idée, une entité qui bénéficie de la loyauté profonde de ses citoyens, lesquels se rassemblent alors autour du drapeau. Ils n'abandonnent pas. Donc oui, bien sûr, on peut soudoyer des Iraniens, c'est ce qui a été fait. Nous avons une déclaration du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, affirmant qu'il a délibérément provoqué l'effondrement de la monnaie iranienne et fait descendre les manifestants dans la rue. Une fois les manifestants dans la rue, nous savons, d'après l'ancien directeur de la CIA et d'autres, que le Mossad, la CIA et le MI6 ont ensuite pris des mesures pour que les manifestations ne restent pas pacifiques, mais deviennent violentes. Nous assistons à une campagne de propagande internationale qui exagère considérablement le nombre de victimes lors des manifestations. Donald Trump a utilisé ces manifestations, la violence contre les manifestants, comme prétexte pour tout ce déploiement militaire. Il est donc assez clair qu'il existe un effort concerté d'Israël, des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour renverser le régime de Téhéran, non seulement le gouvernement, mais bien le régime. Et il est également très clair qu'il est très peu probable que cela fonctionne. Si le gouvernement est renversé, je soupçonne que, même si le régime sombre dans le chaos, les successeurs les plus probables seront des militaires durs qui construiront une bombe et redoubleront de résistance face aux dictats étrangers plutôt que de les accepter. Ce ne sera pas comme au Venezuela.
Les États-Unis parlent officiellement du programme nucléaire lorsqu'il s'agit de négociations avec l'Iran. Mais officieusement, nous savons, comme vous l'avez dit dans votre première réponse, qu'il ne s'agit pas seulement du programme nucléaire. Il est aussi question des alliances que l'Iran entretient dans la région et surtout de ses programmes de missiles. Vous avez sûrement lu l'article du New York Times à propos de cette réunion du mercredi entre le président Trump, le secrétaire d'État Rubio, le vice-président J.D. Vance, Dan Kane, le chef de cabinet et John Ratcliffe, le directeur de la CIA. Susie Wiles, la chef de cabinet de la Maison-Blanche, était également présente. En lisant le rapport, il me semble qu'il y avait une certaine incertitude quant à l'issue de cette attaque. Il semble aussi que J.D. Vance cherchait davantage de clarté, tandis que d'autres, comme Rubio, étaient plus confiants que le résultat leur serait favorable. Donald Trump pense-t-il qu'il s'agit encore du programme nucléaire ou est-il désormais très clair qu'il s'agit d'un changement de régime ou d'un démantèlement de l'Iran? Y a-t-il une clarté ou un consensus parmi l'élite dirigeante sur le fait qu'il ne s'agit pas du programme nucléaire, qu'il s'agit plutôt de briser l'Iran, ou pense-t-il encore qu'il s'agit du programme nucléaire? Eh bien, permettez-moi de revenir sur le fait indéniable que cette politique n'est pas dictée par des considérations à Washington, mais à Tel Aviv et à Jérusalem. Les Israéliens, et je pense en particulier au Premier ministre Netanyahou, ont trouvé dans la question nucléaire un sujet très commode à des fins politiques, afin de rallier le soutien étranger à Israël dans sa confrontation avec l'Iran. Mais je ne pense pas que ce soit là son véritable intérêt. Je crois qu'il cherche à éliminer l'Iran comme contrepoids à l'hégémonie israélienne en Asie occidentale. Nous avons ici la juxtaposition intéressante de l'entretien de Tucker Carlson avec l'ambassadeur Huckabee, qui a déclaré, reflétant la volonté d'un grand Israël parmi les sionistes religieux, qu'Israël avait une revendication légitime sur tout le territoire entre le Nil et l'Euphrate. Cela, bien sûr, a suscité une condamnation généralisée non seulement des pays de la région, mais aussi plus largement dans le monde arabe et musulman. C'est là l'objectif du Premier ministre Netanyahou. Il veut entrer dans l'histoire comme le nouveau Moïse. Moïse a conduit les Israélites, soi-disant, vers la terre de Canaan, ce qui correspond aujourd'hui à la Palestine, et ils l'ont conquise. Il veut être l'homme qui restera dans l'histoire comme celui ayant conquis l'Asie occidentale pour l'État juif d'Israël. C'est ce qui le motive. Donald Trump écoute ce qu'il dit. Maintenant, vous avez mentionné la réunion entre les différents membres du cabinet à ce sujet. De toute évidence, il n'y a pas d'accord entre eux. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ait une véritable expérience militaire, à l'exception de M. King, le général King. Une chose que toute personne ayant participé à des guerres sait, c'est qu'il faut avoir des objectifs clairs, réalisables et atteignables. Mais ce groupe ressemble à un joueur d'échecs qui ne connaît que le premier coup et n'a pas réfléchi à ce qu'il fera ensuite. Il n'y a aucun plan pour ce qui se passe après l'attaque, en partie parce qu'ils ne savent pas quels en seront les résultats. Mais on ne devrait pas commencer une guerre sans savoir comment on va la terminer, à quelles conditions et avec qui on va négocier ces conditions. Il n'y a pas de telle réflexion à Washington. L'usage de la force est, en réalité, une fin en soi. L'hypothèse, contraire à toutes les preuves, est que si l'on frappe quelqu'un assez fort, il finira par céder. Mais nous avons vu de nombreux exemples en Asie occidentale ou afro-asiatique, si l'on veut, qui montrent que ce n'est pas le cas. Pensez à Suez, qui a complètement bouleversé l'Égypte. Et vous aviez Gamal Abdel Nasser, alors président de l'Égypte, qui disait « Regardez, vous savez, l'Occident a tout lancé, et Israël a tout lancé contre moi. »
Je suis toujours là. Il a transformé une défaite en victoire. Saddam Hussein a fait la même chose après la guerre du Golfe de 1990-1991. Il disait « Regardez, ils ont essayé de se débarrasser de moi et ils ont échoué. Je suis là, je suis tout-puissant et vous feriez mieux de m'écouter. Et en plus, vous ne pouvez obtenir ni nourriture ni médicaments à moins de me plaire. » En fait, nous avons involontairement renforcé son pouvoir en faisant passer les sanctions par lui. Quoi qu'il en soit, il existe une histoire de défaites transformées en victoires. Des défaites militaires devenant des victoires politiques. Je ne pense pas, et c'est ma réflexion finale, qu'Israël ait obtenu des gains à court terme très significatifs. Il a paralysé la direction du Hezbollah, pas le mouvement lui-même, mais sa direction. Cela a poussé le Hamas à se cacher. Cela n'a pas réussi à le désarmer ni à l'éliminer. Cela a infligé des souffrances aux Houthis qui ne semblent pas l'avoir pris aussi mal qu'on l'avait imaginé. Les Israéliens ont même fait appel à la marine américaine, ainsi qu'à des marines alliées, la marine britannique, entre autres, pour tenter de lever le blocus houtiste en mer Rouge, et nous avons échoué. Quoi qu'il en soit, quelques succès militaires pour Israël, la Syrie, un grand succès. Mais tout cela se fait au détriment de la survie à long terme d'Israël. Le monde en a assez de tout ce qu'Israël fait qui viole le droit international, manifeste du mépris envers ses voisins et témoigne d'un désintérêt et d'une déshumanisation de ses voisins au nom d'un avantage à court terme. Une attaque contre l'Iran, quoi qu'il arrive à Israël, vous savez, je pense que la dévastation d'Israël est une réelle possibilité. Les Iraniens en ont la capacité, à mon avis, et ils ne la retiendront pas. À long terme, Israël se prépare à sa propre défaite, quels que soient ses succès militaires. Il est isolé. On peut voir la réaction internationale, même en Europe, qui a pourtant toujours été un bastion de soutien à Israël. Il suffit de regarder les Jeux olympiques d'hiver et la réaction face à la présence israélienne là-bas. C'est donc une action mal exécutée, mal réfléchie, mal calculée, si tant est qu'elle le soit. L'issue est incertaine, mais il est très peu probable qu'elle soit autre chose qu'un désastre pour les États-Unis et pour Israël, ainsi que pour l'Iran, bien sûr, car il y aura aussi de la dévastation en Iran. Vous avez mentionné les prochains exercices conjoints entre la Russie, la Chine et l'Iran. Nous venons tout juste d'assister à un exercice militaire de type BRICS+, auquel l'Iran a participé aux côtés de la Chine, de la Russie et de plusieurs autres pays. Une absence notable était celle de l'Inde. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis curieux d'avoir votre avis sur les rôles possibles de la Russie et de la Chine en cas de guerre, car nous avons constaté une certaine frustration parmi les cercles d'activistes palestiniens pendant le génocide, notamment à propos du rôle de la Chine. Bien sûr, il existe des limites réalistes à ce que la Chine peut faire, puisqu'elle ne souhaite pas affronter les États-Unis. Mais au-delà des systèmes radars destinés à contrer la furtivité des armes américaines, et au-delà des systèmes de défense russes, je pense au S-300 et à d'autres, quel rôle plus important la Russie et la Chine pourraient-elles jouer en cas de guerre avec l'Iran? Ils ne prévoient pas vraiment de rôle militaire direct, quel qu'il soit. Chacun d'eux défend la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Iran par le transfert de technologie et de savoir-faire. Dans le cas des Russes, je pense que le savoir-faire est considérable, car la guerre en Ukraine a eu pour effet de faire en sorte que les armées russes et ukrainiennes soient les meilleures d'Europe. Il ne fait aucun doute qu'elles comptent désormais parmi les forces militaires les plus compétentes et les plus aguerries au monde. Les Russes ont donc beaucoup à transmettre, tant en matière de doctrine, de planification que de technologie.
Bien sûr, l'Iran a en réalité été une source de technologie de drones utilisée par la Russie. Donc l'échange technologique se fait dans les deux sens. Dans le cas de la Chine, je pense qu'il y a une volonté plus délibérée de défendre les principes de la Charte des Nations Unies et du Panchila, les 5 principes de coexistence pacifique que l'Inde et la Chine ont conjointement déclarés au milieu du siècle dernier. Ainsi, les Chinois, contrairement aux accusations habituelles de la presse occidentale, sont, parmi toutes les grandes puissances du moment, les plus attachés à préserver l'ordre d'après-guerre dans lequel ils ont prospéré. Ils défendent l'ordre parrainé par les Américains, que ces derniers ont désormais abandonné. Et pourquoi agit-elle ainsi? Parce qu'elle en est venue à croire de manière réfléchie que le droit international, la Charte des Nations Unies et le droit international constituent en fin de compte le meilleur moyen de protéger les plus vulnérables et les plus faibles, ainsi que l'approche la plus attrayante sur la scène internationale. Ainsi, l'un des résultats de ce qui va se passer avec l'Iran, selon moi, sera une augmentation du prestige mondial de la Chine. Cela pourrait se produire de 2 manières. D'abord par la performance des systèmes d'armes chinois, des systèmes défensifs comme le radar et le HQ-9 que j'ai mentionnés, face à la technologie occidentale, ce qui renforcera l'attrait des ventes d'armes chinoises et de l'influence qui les accompagne ailleurs. Nous avons déjà vu une partie de cela à la suite de l'affrontement entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde et le Pakistan, vous avez raison. Je suis heureux qu'il n'y ait rien eu entre l'Inde et la Chine. Mais nous avons constaté un intérêt accru de la part de nombreux pays pour les avions, les missiles et autres équipements chinois. Jusqu'à présent, aucune vente à ma connaissance, mais tout de même un grand intérêt. C'est une façon pour la Chine d'accroître son prestige. L'autre, c'est que la Chine se présente comme la défenseur du statu quo, de l'ordre existant, face à un défi lancé par les États-Unis et Israël, qui ont tous deux acquis la réputation d'être, en quelque sorte, des hors-la-loi sur la scène internationale. Donc je pense que, vous savez, on en vient ici à des intérêts de grande puissance. L'Inde est un peu une exception, je crois, en raison de la nature de sa relation avec Israël et à cause de l'islamophobie dans la société indienne, des violences communautaires et ainsi de suite. Je ne sais pas quelle est la position de M. Modi à ce sujet, mais je soupçonne que beaucoup d'Indiens soutiennent probablement Israël plutôt que l'Iran. Donc je ne pense pas que l'Inde fera quoi que ce soit. Tout cela est rhétorique, mais c'est intéressant. Je ne vois pas la guerre probable entre l'Iran, Israël et les États-Unis comme quelque chose qui impliquerait d'autres pays. Je veux dire, personne, pas même l'Inde, ne souhaite que l'Iran soit anéanti ou dévasté. Et l'Inde a d'ailleurs investi considérablement en Iran, pour de bonnes raisons. C'est un pays situé à un emplacement stratégique. C'est pourquoi l'Inde a investi dans un port pour relier le corridor nord-sud à travers l'Iran. La Chine s'intéresse au transit de la route de la soie passant par l'Iran. L'Iran se trouve à un point de contrôle des approvisionnements mondiaux en pétrole. Son espace aérien constitue une voie essentielle pour traverser de l'Asie vers l'Europe ou l'Afrique. Ainsi, l'Iran est un pays à la position géostratégique majeure, et beaucoup ne veulent pas qu'il soit soumis à la domination des grandes puissances. Notre dernière considération ici, je pense, est que j'ai parlé des Houthis, du Hamas et du Hezbollah. 2 d'entre eux, le Hezbollah et les Houthis, partagent une sympathie théocratique, théologique et idéologique avec le chiisme iranien, bien que leurs propres écoles de l'islam soient différentes. Et je pense, vous savez, qu'il est possible qu'avec l'ayatollah Sistani en Irak, déclarant que si l'Iran est attaqué,
il émettra une fatwa appelant au djihad mondial contre Israël et les États-Unis, cela puisse réellement se produire. Ce serait extrêmement perturbateur car il existe des communautés chiites partout, le Hamas est sunnite, et il n'a besoin d'aucun encouragement pour s'opposer à Israël. Mais je pense que l'un des résultats possibles de cette guerre pourrait être un retour à une forme de terrorisme mondial des années 1960, où des attaques seraient menées au nom de diverses causes bien au-delà de la région d'origine des conflits. Cela pourrait même avoir un impact sur la question du Cachemire. Donc je pense qu'il y a ici de nombreuses implications et il n'y a aucune preuve réelle que quiconque à Washington, en position d'autorité, hence I réfléchis sérieusement à tout moment. Juste pour ajouter une information, un sondage Sea-Voter a été réalisé après le conflit Iran-Israël et il a indiqué que 28% de l'échantillon, qui était de toute façon réduit, déclarait préférer Israël à l'Iran, tandis que 20% disaient préférer l'Iran à Israël. Le plus important, c'est que 50% disaient préférer la paix et l'absence de conflit entre les deux nations. Et pour préciser, Sea-Voter est généralement considéré comme pro-BJP. Et nous savons tous que parmi les électeurs du BJP, il existe en général un sentiment pro-israélien en raison de leur idéologie anti-musulmane et islamophobe. Ainsi, le sentiment de la population indienne dans son ensemble n'est peut-être pas aussi favorable à Israël qu'il n'y paraît, car les médias gouvernementaux font le plus de bruit et occupent la majeure partie du temps d'antenne. Il existe également une répartition régionale. Si l'on se rend dans les États du Sud, du Nord-Est, etc., le tableau est assez différent, même sur cette question. Eh bien, merci pour ces informations qui correspondent à peu près à ce à quoi je m'attendais. Vous savez, je n'ai pas travaillé en Inde depuis de très nombreuses décennies. Quand je l'ai fait, j'étais au Tamil Nadu, dans le sud, et il était très clair à l'époque que les 4 grandes régions de l'Inde avaient des attitudes très différentes à l'égard des affaires étrangères. Le sud étant beaucoup plus pro-occidental, et le nord-est, c'est-à-dire le Bengale, à l'opposé. Et puis bien sûr, Delhi et Mumbai appartenaient à leur propre catégorie, avec des obsessions différentes. Donc je ne suis pas surpris puisque la base du BJP se trouve dans le nord et le nord-est. Cela ne me surprend pas du tout. Le gouvernement, comme vous le soulignez, et je ne pense pas que le gouvernement indien soit à cet égard différent des autres à l'heure actuelle, mène des guerres de désinformation. Je veux dire, il essaye de contrôler le récit. Et c'est pourquoi vous voyez des choses comme l'exagération par la presse occidentale, en particulier britannique, du nombre de victimes en Iran. C'est aussi pourquoi vous voyez une désinformation constante à propos de la guerre en Ukraine. Nous considérons désormais, à notre époque, la guerre de l'information comme un élément crucial du succès d'une stratégie. Voilà donc où nous en sommes. Je ne pense pas qu'il y ait un moyen d'éviter la guerre. Je crois que Donald Trump, pour faire un dernier point en lien avec la réunion du cabinet que vous avez mentionnée, tout d'abord, quels sont ses objectifs? Il veut obtenir une victoire qui le fera entrer dans l'histoire comme l'architecte de la paix, par quoi il entend la domination israélienne sur l'Asie occidentale, la pacification de tous les autres. En d'autres termes, il veut la gloire, et tout ce qui peut lui en apporter le satisfera. Et il veut aussi répéter vous savez, les aventures ponctuelles qu'il a menées au Venezuela et en juin en Iran. Vous savez, une attaque isolée et ensuite quelque chose de positif se produit, quoi que ça puisse être. Je n'arrive d'ailleurs pas à l'imaginer. Mais la réalité, c'est que toute guerre qui commencerait avec l'Iran dans les circonstances actuelles serait une guerre d'usure. Elle ne sera pas courte. Et l'autre réalité, c'est que les États-Unis sont bien plus susceptibles d'épuiser leurs missiles Tomahawk et leurs systèmes de défense aérienne, THAAD et autres,
avant que les Iraniens ne manquent de capacité d'attaque par missile. Parce que les Iraniens savent très bien que le temps joue en leur faveur et non en celle d'un pays militairement affaibli comme les États-Unis. Et le dernier point qui en découle est le suivant. Si vous êtes la Chine et que vous considérez qu'une solution militaire à la question de Taïwan devient de plus en plus nécessaire, quoi de mieux pour vous que de voir les États-Unis à court de tous les types de systèmes pertinents pour la défense de Taïwan? Il y a donc des gens en Chine, je pense que la majorité des Chinois, comme la majorité raisonnable des Indiens, qui souhaitent la paix en Asie de l'Ouest et y voient un avantage pour de nombreuses raisons. Mais il y a aussi ceux qui disent « Eh bien, laissons les États-Unis s'épuiser en Asie de l'Ouest, c'est bon pour nous. » Et donc, encore une fois, toutes sortes d'effets secondaires sont possibles. Et vous ne pouvez pas prévoir, et ici je reviens sur la question des tarifs douaniers, et sur Donald Trump, sa personnalité, sa domination de la politique, l'absence de processus décisionnel, son imprévisibilité, le comportement erratique dont il est capable. Vous ne pouvez pas prévoir l'issue d'une décision politique à Washington, pas plus que vous ne pouvez prédire le score d'un flipper. Vous lancez la petite bille métallique dans la machine, et vous pouvez secouer la machine si vous le souhaitez, mais vous ne pouvez vraiment pas contrôler où cette bille va frapper, ni quel point elle va marquer. Et nous sommes dans la même situation. Nous ne savons pas quelles décisions politiques seront prises une fois que les choses commenceront à bouger, et comme les États-Unis n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire après une attaque, que se passe-t-il? Personne ne le sait. Ma dernière question, rapide, est la suivante. Dans quelle mesure les développements récents en Syrie influencent-ils l'équilibre des pouvoirs, si l'on peut dire, en Asie occidentale? Étant donné que nous avons également entendu parler d'un accord entre les FDS, les forces kurdes, alliés traditionnels des États-Unis dans le Nord-Est, il existe depuis longtemps dans la région des problèmes liés à la décentralisation du pouvoir, au partage des champs pétrolifères, des terres agricoles et ainsi de suite. Et si le gouvernement al-Assad, sous l'influence des États-Unis et de la Turquie, consolide son pouvoir dans la région, quel impact cela a-t-il sur la guerre plus vaste qui semble se profiler? Eh bien, il existe clairement un désaccord entre les États-Unis et Israël concernant l'avenir de la Syrie. Israël souhaiterait la transformer en une confédération, une série d'États faiblement liés, chacun doté de sa propre indépendance et de son identité ethno-religieuse. Cela ne fonctionne pas. En réalité, les États-Unis se retirent enfin de Syrie. Nous y étions illégalement, bien sûr, et maintenant nous partons. Les forces démocratiques syriennes, les soi-disant Kurdes, ont effectivement conclu un accord avec Damas. Par ailleurs, l'effondrement du système carcéral pour les membres du soi-disant État islamique a entraîné la libération de 20 à 30 000 personnes de cette mouvance. Personne ne sait où elles se trouvent, et cela complique la situation. Nous avons, bien sûr, l'intérêt de la Russie à maintenir une base navale en Syrie, sujet dont elle discute avec Al-Shara et son gouvernement. Nous avons également l'intérêt de la Chine à se débarrasser des Ouïghours, qui font partie de la 84e division de l'armée syrienne, dont l'un occupe un poste de commandement dans l'appareil de défense. Apparemment, des rumeurs circulent selon lesquelles la Syrie et la Chine auraient conclu un accord sur le rapatriement vers le Xinjiang en vue d'une punition judiciaire d'environ 400 des 3500 ou 4000 Ouïghours présents dans l'armée syrienne. La Chine négocie assez fermement sur ce point. La Syrie aura besoin d'investissements chinois pour se reconstruire, et cela ne se produira pas tant que cette question ne sera pas réglée. Nous avons donc deux grandes puissances, la Russie et la Chine,
avec des intérêts différents, négociant avec les autorités de Damas. Et pendant ce temps, les Israéliens, bien sûr, ont saisi des territoires en Syrie et n'ont manifestement aucune intention de partir. C'est donc une situation très complexe, rendue encore plus difficile par la domination de la Turquie vis-à-vis du gouvernement de Damas et par l'intérêt turc à désarmer les Kurdes. Enfin, nous avons les Kurdes d'Irak, qui constituent un corps autonome intervenant à nouveau en Syrie. Ainsi, la question kurde persiste et prend une nouvelle forme. Et l'Occident reste fidèle à son habitude de trahir les Kurdes au moins 4 fois par siècle. Nous recommençons. Donc la Syrie, oui. En attendant, la Syrie est un vide en matière de capacité de défense. Et si le Gerald Ford se trouve au large du Liban, rien ne l'empêche de survoler le Liban et la Syrie, ou l'Irak en direction de l'Iran. Nous allons nous arrêter là, ambassadeur Freeman. Merci beaucoup pour votre temps. Eh bien, Moudiar Jyotishman, nous devrions vraiment trouver un meilleur sujet, un sujet plus joyeux que celui-ci. Les discussions sur l'Asie de l'Ouest sont plutôt terrifiantes en ce moment. Mais merci pour l'occasion de parler de ces questions. Je suis d'accord, bien sûr. Merci. Merci encore et passez une excellente fin de journée. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.